Écoutez bien, soyez attentifs, c'est important, c'est les droits de l'enfant. Vous écoutez Prends-en de la graine. C'est pas de la radio, c'est du podcast. Aujourd'hui, en Belgique, près de 20 000 enfants seraient concernés par l'incarcération d'un parent. Pour mettre en lumière cette problématique tapie dans l'ombre du monde social et politique, Prends-en de la graine a voulu donner la parole à un acteur de terrain qui milite pour le maintien du lien entre l'enfant et son parent détenu. Prends-en de la graine. Vous écoutez Prends-en de la graine, le podcast qui éveille petits et grands aux droits de l'enfant. Bonjour à toutes et à tous. En écho au premier webzine Prends-en de la graine qui soulève le droit au maintien du lien entre l'enfant et son parent détenu, nous accueillons aujourd'hui Maurice Jensen, coordinateur du relais enfant-parent. ASBL, militante en faveur du lien entre l'enfant et son parent incarcéré, le relais enfant-parent est aujourd'hui actif dans 11 prisons de la région francophone de Belgique. Maurice Jensen, qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous investir au sein de cette association ? C'est un hasard en fait. À l'époque, j'étais libraire. Je travaillais dans une librairie qui se trouve place Bruckmann. Et mon papa était au conseil d'administration. Il l'est toujours en fait. Et il y avait un emploi qu'on appelle un emploi Maribel. Donc c'est un emploi aidé. Et c'était un quart-temps. Et j'étais en train de finir mes études en marketing et ils avaient besoin de quelqu'un pour faire de la com et de la recherche de fonds. Et donc je suis tombé là en fait, j'ai postulé, j'ai eu le job et je suis resté comme ça en quart-temps pendant 3 ans dans cet asso. Et j'ai découvert en fait complètement ce milieu-là, le relais enfants-parents, les difficultés auxquelles on était confrontés, la manière dont on travaillait et je me suis investi de plus en plus. Et puis et me voilà maintenant, en fait. Et ça fait 5 ans et demi bientôt. Et justement, pour aborder d'abord peut-être la question en regard du contexte actuel de la pandémie, on remarque aujourd'hui finalement que la pandémie n'aura cessé de porter atteinte finalement à ce maintien du lien qui est tant essentiel entre le détenu et ses proches. On apprenait d'ailleurs ce lundi la décision de la direction pénitentiaire d'assouplir les règles, notamment en matière de visite de détenus. Et donc à ce propos, je voulais demander dans quelle mesure finalement est-ce que la pandémie et les mesures qui en ont découlé ont impacté votre intervention, donc celle du relais enfants-parents. Et est-ce que finalement, d'après vous, la nécessité du maintien du lien s'est retrouvée, reléguée à l'arrière-plan de la scène politique ? Je ne sais pas si elle a été reléguée à l'arrière-plan de la scène politique. Ce qui est sûr, c'est que dans les établissements pénitentiaires, les possibilités de lien, en particulier physique, entre l'individu incarcéré et ses enfants, ont été fortement réduites, voire stoppées, en particulier durant le premier confinement, et puis à nouveau à partir de début novembre. Entre mai et novembre, il y a eu une réouverture, comme on l'a tous vécu en fait, qui a permis, sous tout un tas de conditions, de normes, de spécificités, de temporalité dans laquelle ça s'inscrit, d'effectuer des rencontres, mais c'est vraiment de manière réduite. Vous faisiez allusion au fait que depuis lundi, il y a une forme de réouverture. Alors c'est vrai, par exemple, depuis vendredi dernier, il y a une circulaire de la Direction générale des établissements pénitentiaires qui permet aux prisons, à nouveau, de faire ce qu'on appelle des entretiens encadrés. Ça veut dire un parent, son ou ses enfants et un intervenant d'un service extérieur, en l'occurrence le nôtre. Mais c'est sous tout un tas de conditions qui sont difficiles à respecter ou en tout cas dont la mise en œuvre est compliquée. Par exemple, l'impossibilité de toucher son parent, le devoir de rester assis devant une chaise, chacun se regardant dans le blanc des yeux. On comprend bien que pour un enfant qui a 12-13 ans, ça peut passer. Pour un enfant de 4 ans, c'est inconcevable. De rester assis comme ça une heure sur une chaise, c'est vraiment compliqué. De plus, comment expliquer qu'il ne peut pas toucher son parent, c'est aussi assez difficile à appréhender. L'autre difficulté qu'on va avoir dans la reprise de ces entretiens encadrés, c'est les locaux et les horaires d'utilisation de ces locaux. Nous faisons en général nos visites et nos entretiens le mercredi après-midi, pour des raisons évidentes, c'est que les enfants sont libres à ce moment-là. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, les enfants ont autre chose à faire. Ils sont à l'école ou en colo, enfin pas en colo pour le moment, mais je veux dire où ils font quoi que ce soit d'autre et peut-être aussi que l'autre parent ou que les personnes qui font le trajet jusqu'au lieu de détention ne sont pas libres à ce moment-là. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles on est confronté actuellement et malgré cette reprise, il y a tout un tas de freins qui existent encore.
Justement, je rebondis sur ce que vous disiez à propos des trajets. On sait que le projet Itinérance porté par la Croix-Rouge justement intervient justement pour favoriser et aider ces personnes et ces familles de détenus dans les déplacements. Qu'en est-il finalement de ces bénévoles actuellement? Est-ce qu'ils peuvent toujours être mobilisés dans le cadre de cette pandémie? Parce que je sais qu'il y a énormément de bénévoles qui sont plutôt âgés et qui justement sont des personnes qui mettent à profit leur temps libre finalement pour venir aider cette cause. Donc qu'en est-il peut-être à ce sujet? D'abord, je commencerai par dire qu'en général, le réseau Itinérance de la Croix-Rouge fait un travail monumental. Très souvent, le lieu de détention ne correspond pas au lieu de vie des enfants. Donc les trajets vers les salles de visite et pour effectuer une rencontre sont longs, d'où la nécessité d'avoir le réseau Itinérance de la Croix-Rouge et leur aide est monumentale. Maintenant, effectivement, depuis la crise, et vous le dites très bien, une grande partie de ces bénévoles sont des retraités. Il y a eu des inquiétudes sur le plan sanitaire. Bon, et puis aussi, de la part de tous les services extérieurs qui utilisent le réseau Itinérance de la Croix-Rouge, on a valdingué entre toutes des normes, des spécificités, des visites qui étaient stoppées au dernier moment, etc. Et donc, de manière, la coordination a été mise à mal. Actuellement, il est tout à fait possible d'effectuer ces rencontres et le réseau Itinérance fonctionne. Mais il fonctionne à bas régime parce que nous fonctionnons à bas régime. Vous écoutez Prends-en de la graine. Aujourd'hui, on parle des enfants qui ont un papa ou une maman en prison. Prends-en de la graine avec Maurice Janssen. Aujourd'hui, le relais enfants-parents prend près de 1800 enfants en charge. C'est ce qui est stipulé dans votre rapport d'activité. Et donc, ce sont 1800 enfants qui sont pris en charge parmi les 20 000 enfants de détenus que compte la Belgique. Alors certes, ce nombre est déjà énorme et n'est pas des moindres, mais finalement, il ne couvre en réalité que 10% des enfants affectés par cette dure réalité de l'incarcération. Et donc, je voulais savoir, là où vous travaillez, donc indépendamment de l'administration pénitentiaire, comment cela se fait-il finalement qu'il y ait si peu d'enfants qui résident encore dans l'ombre? D'abord, je commencerai par dire une chose. Comme vous l'avez dit, on travaille dans 11 établissements pénitentiaires. Il y en a 34, 36 ou 34 en Belgique. Donc, on est dans un tiers d'entre eux. Donc évidemment, on ne peut pas travailler avec tous les enfants de détenus du pays. Ensuite, il y a plein de raisons qui vont faire qu'un parent n'a pas envie d'avoir des contacts avec ses enfants. Il y a la période de préventive, d'abord, qui est le moment où on est en jugement et très souvent les individus espèrent ou ont envie de sortir, espèrent ne pas être condamnés. Et donc durant cette période-là, qui est parfois relativement longue, ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus, les parents vont avoir plus de difficultés à dire la vérité à leurs enfants, à avoir envie qu'ils viennent les voir dans un établissement pénitentiaire. Donc ça va être un premier frein. Un autre frein qui peut exister, c'est que peut-être qu'on n'est pas toujours connu ou reconnu par tous ces détenus. Il peut y avoir un manque de confiance envers des institutions. On peut être considéré comme étant, disons, un peu inféodé au milieu carcéral. C'est très loin d'être le cas. Nous sommes complètement indépendants, mais on peut être perçu comme tel. Donc ce sont tous des freins qui vont exister et qui vont probablement y avoir un impact. Ensuite, il est très difficile de définir quel est le nombre exact d'enfants dont un parent est détenu. Parce que il faut que le papa, je dis par exemple le papa détenu, mais ait reconnu ses enfants. Si ce n'est pas le cas, il les a quand même, mais ils ne sont pas reconnus, donc ils n'entrent pas dans les statistiques. Mais ce chiffre, je pense qu'il est relativement valable, 20 000 enfants. J'aurais spécifiquement pas d'autres réponses à donner quant à la raison pour laquelle on n'arrive pas à tous les avoir. Il y a peut-être un dernier point qui entre en ligne de compte, c'est les possibilités logistiques. Les moyens du relais, on est subsidié, on a plein d'aides multiples pour mettre en œuvre nos missions. Maintenant, l'offre que nous pouvons mettre en œuvre est inférieure à la demande qui existe dans les établissements pénitentiaires. Et ce n'est pas uniquement dû à nos moyens, ça peut être l'accès à des locaux, les mouvements au sein d'un établissement pénitentiaire, les difficultés entre les transferts, enfin tous les freins qui vont exister à ce niveau-là. Vous disiez, pour rebondir sur la question des établissements pénitentiaires, qu'il est des établissements qui justement vont être peut-être plus en faveur, plus aptes à justement favoriser ce maintien du lien de façon très pratique. Alors justement, quelles sont les divergences peut-être de point de vue qu'on peut constater dans les directions des établissements aujourd'hui en Belgique, ou quelles sont les disparités finalement auxquelles le relais enfants-parents a faire?
Avant de dire qu'il y a des distinctions entre les directions, il existe des distinctions fortes entre chaque établissement pénitentiaire. Ils n'ont pas été construits à la même époque, ils ont des tailles, enfin des dimensions différentes. Vous avez les fameuses prisons du type Dupecio, comme l'avenue Dupecio, les prisons de Forêt, de Saint-Gilles. Dans le même type, vous avez la prison de Mons. Ce sont des prisons qui datent de fin 19e, voire début 20e. Et puis vous avez des prisons d'Andenne, par exemple, qui datent plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est les années 90, mais peut-être que je me trompe. Mais donc, bien évidemment, les locaux, le trajet au sein de l'établissement pénitentiaire va être complètement différent. Les salles de visite vont être repensées. Si vous allez à la prison de Mons, par exemple, la salle de visite, l'ancienne salle de visite, je ne dis pas de bêtises, c'est un local au centre de la prison, sans fenêtre, à part sur le plafond, avec des grilles, etc., avec des plafonds très bas. Et on voit qu'il y a un peu d'humidité, enfin c'est pas un lieu accueillant. Par contre, à la prison d'Andenne, vous allez avoir une salle de visite qui est gigantesque, c'est presque un hall de sport, c'est très lumineux, c'est vraiment pas comparable. Et ça, ce n'est pas dû nécessairement à la direction, c'est vraiment lié à l'établissement pénitentiaire en lui-même. Ensuite, l'autre difficulté qui va apparaître, c'est le trajet qu'on effectue avec ces enfants au sein de l'établissement pénitentiaire. Nous, on doit les réceptionner à l'entrée et ensuite, on va aller vers la salle de visite. Mais pour ça, il faut passer par des sas, il faut passer par des détecteurs de métaux, il faut passer devant des vitres derrière lesquelles il y a des gardiens, des agents pénitentiaires. Donc tout ça va être des difficultés ou des choses auxquelles on va être confronté et qui dépendent bien évidemment de manière architecturale de chaque prison. Ensuite, pour revenir sur les directions de prison, en ce qui me concerne, moi j'ai des contacts très positifs avec eux et constructifs en fait. Les directions de prison ont parfaitement conscience de la nécessité de la rencontre et de ce lien. Mais ils sont confrontés à tout un tas d'autres difficultés qui sont inhérentes au système carcéral belge contemporain et ils doivent y faire face. Et on est un peu tous dans le même bain sur ce point-là et on essaie d'améliorer la situation, mais ce n'est pas chose simple. Si je comprends, il y a non seulement la question finalement purement physique et pratique du fait que les bâtiments finalement n'ont pas été pensés pour ce maintien du lien dans de bonnes conditions, mais donc il y a aussi peut-être un argument qu'il faudrait tirer purement du discours, qui est que voilà, peut-être que politiquement parlant, sociétalement parlant, le maintien du lien ne figure pas à l'agenda. Comment expliquer cela finalement ? Il y a de nombreux textes de loi qui abordent la question. Maintenant, sa mise en œuvre, j'ai tout de même l'impression qu'elle est souvent reléguée au dernier plan. En tout cas, ce n'est pas la première chose auquel on pense. Lorsqu'on entendait notre ancien ministre de la Justice, M. Koen-Geens, parler de la construction de la prison d'Arren, le maintien du lien n'était pas présent dans son discours. Moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait, mais ce n'est pas la première chose auquel on pense, ni dans une logique de réinsertion, ni dans les formes de la détention en tant que telle. Après, nous sommes tout de même le relais enfants-parents, il est agréé auprès des maisons de justice, il y a un décret, il y a des subsides, il y a des administrations qui prennent en compte ces difficultés, qui essayent d'améliorer la situation. Donc la chose n'est pas noire ou blanche, absolument pas. Vous écoutez Prends-en de la graine, le podcast qui éveille petits et grands aux droits de l'enfant. Peut-être pourriez-vous expliquer en quoi consiste justement le cheminement d'un enfant qui justement aurait l'opportunité et la chance de bénéficier de l'accompagnement du relais enfants-parents. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est une demande qui doit émaner du détenu même, de sa famille, ou alors est-ce que ça peut justement émaner de l'enfant ? Voilà, comment est-ce que concrètement se passe cet accompagnement ? Alors concrètement, n'importe qui peut nous contacter. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans un établissement pénitentiaire, qui a des enfants et qui ne les voit pas, vous pouvez nous contacter. Dans les faits, majoritairement, ce sont les parents incarcérés qui vont prendre contact avec nous. Ensuite, il y a bien évidemment la maman, enfin je dis la maman, il y a une majorité d'hommes incarcérés dans notre pays. Donc très souvent, ce sont des pères avec lesquels nous intervenons. Mais le parent à l'extérieur aussi peut prendre contact avec nous, les enfants aussi, même si c'est beaucoup plus rare. Ils vont probablement passer par leurs parents ou la personne qui s'occupe d'eux. On a aussi des contacts avec des familles d'accueil, des services qui vont accueillir des enfants. Et puis nous sommes parfois mandatés par les services de protection de la jeunesse ou par les tribunaux de la famille dans des situations qu'on pourrait qualifier de compliquées et à travers le milieu carcéral. Maintenant, dans les faits, lorsque une nouvelle demande nous arrive, nous allons d'abord aller rencontrer le parent incarcéré lors d'un entretien
On va discuter, l'un des intervenants du relais, psychologue, va discuter des difficultés, de sa situation familiale, et puis ensuite va prendre contact avec les personnes à l'extérieur, voir si ces gens sont d'accord avec le fait que ces enfants viennent voir leurs parents, le parent incarcéré plutôt. Et à partir du moment où tout ça est possible, on va commencer à mettre en œuvre cela. Ça va passer par tout un tas de missions et d'outils qu'on met en œuvre. On va rencontrer le psychologue qui va accompagner cet enfant au sein de l'établissement pénitentiaire, va rencontrer l'enfant pour aborder avec lui ses peurs, son imaginaire, les fantasmes qu'il a vis-à-vis d'une prison. Ça dépend et c'est contextuel de l'âge de l'enfant. Un enfant de 4 ans n'a pas la même perception de la prison qu'un enfant de 12 ans. Celles-ci sont influencées par la culture, la pop culture au sens général. On peut avoir des enfants qui imaginent voir des messieurs en orange avec un boulet au pied, sans caricaturer, ça existe. Donc le simple fait d'aborder la question et de parler avec ces enfants, ne serait-ce qu'une heure de ce qu'ils vont faire, des endroits par lesquels ils vont passer au sein de la prison, de comment ça va se passer, est une manière vraiment d'évacuer en grande partie les inquiétudes et la peur qui peut être présente. Ensuite, lors de ces visites collectives, où le parent à l'extérieur va amener l'enfant jusqu'au lieu de détention, ou alors des bénévoles du réseau itinérance de la Croix-Rouge, comme nous en avons parlé, vont effectuer ce trajet. À ce moment-là, une fois devant la prison, nous allons réceptionner, prendre la charge de ces enfants. Parfois une vingtaine, ça peut exister. Enfin, ça dépend de nouveau d'une prison à l'autre et de plein d'autres variables. Et puis, avec ces enfants, on va faire le trajet jusqu'à la salle de visite. La visite collective, là en l'occurrence, va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, durant laquelle on va pouvoir utiliser la salle de visite habituelle de la prison. On va pouvoir la transformer, on va pouvoir mettre les tables sur le côté si on le souhaite, mettre des tatamis au sol, utiliser des jouets, des jeux de société, tout un tas de choses qui vont permettre en fait aux parents et à l'enfant d'avoir des rapports qui sont assez communs et normaux, tout simplement, dans ce lieu. Et puis la visite prendra fin, et cela 2 fois par mois, le mercredi après-midi en général. Voilà un peu les possibilités que nous allons mettre en œuvre avec un enfant ou une fratrie vis-à-vis du parent incarcéré. Pour nos auditeurs, dans le premier volume justement du Prends-en de la graine au sujet des enfants détenus, nous évoquions notamment les situations où parfois il pouvait arriver que le maintien du lien ne soit pas nécessairement en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment s'opère pour le relais enfant-parent finalement cette mise en balance des intérêts, justement grâce à l'accompagnement des psychologues dont vous parliez ? La première chose qui entre en ligne de compte, ce sont les tribunaux de la famille et les services de protection de la jeunesse qui vont nous mandater pour mettre en œuvre des rencontres à travers des missions spécifiques. Par exemple, des entretiens encadrés, ça veut dire uniquement le parent incarcéré, son ou ses enfants, et un intervenant du relais qui va être présent dans une salle à part, qui va entendre, qui va participer presque indirectement à cette rencontre. Ça, ce sont les situations où c'est imposé de manière presque judiciaire et administrative. Maintenant, il existe des situations auxquelles les intervenants du relais sont confrontés et pour lesquelles ils vont considérer que la visite collective n'est peut-être pas pertinente et qu'il vaudrait mieux effectuer des entretiens encadrés ou en tout cas discuter plus avant avec le parent de ce qu'il dit et du comportement qu'il a avec son ou ses enfants. Maintenant, c'est des situations assez rares, mais ça existe et on doit le prendre en compte. On travaille bien évidemment en grande partie dans l'intérêt supérieur de ses enfants, mais de manière assez basique, le lien entre un enfant et son parent doit se faire dans l'intérêt de l'enfant. Le parent a de l'importance, c'est évident, mais l'enfant passe avant, en fait, même à travers ce lien. Un grand merci Maurice Jensen pour vos réponses à mes interrogations aujourd'hui en regard de notre premier volume Prends-en de la graine au sujet des enfants détenus. Comment ces familles qui auraient envie ou besoin de faire appel à vous peuvent vous contacter ? Alors pour nous contacter, c'est assez simple. On a un site. Vous tapez Relais Enfants Parents sur Google, c'est le premier lien qui va apparaître. Vous avez dessus un onglet Contact dans lequel il y a une adresse mail, un numéro de téléphone, une adresse physique au pire. Et ensuite, on a aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous contacter par message. On y répondra. Si vous avez des demandes, elles seront transférées aux intervenants de l'établissement pénitentiaire concerné. Donc c'est relativement simple et voilà. Et je tenais à vous remercier de m'avoir reçu et d'avoir eu l'occasion d'aborder ces questions qui me tiennent à cœur. Un grand merci à vous.
Prends-en de la graine est un podcast réalisé par Christine Roisin en collaboration avec l'Institution du Délégué Général aux Droits de l'Enfant et avec l'aide de Commun Lundi ASBL. Prends-en de la graine. Les droits de l'enfant, expliqués aux petits et grands. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet traité dans cet épisode, Prends-en de la graine se poursuit en ligne sous forme d'une revue disponible gratuitement sur le site du Délégué Général aux Droits de l'Enfant, dgde.cfwb.be.